Bonjour à tout le monde. Vous êtes nombreux à vous connecter. Merci, merci à tous de votre présence. Il est 10 heures. Voilà, alors bienvenue dans ce webinaire organisé par Santé au Travail 68. Voilà, nous espérons que vous allez bien. Bonjour. Donc, il y en a qui utilisent déjà le chat pour saluer tout le monde. Alors, merci à tous et à toutes de vous être connectés ce matin pour ce webinaire sur le thème des conduites addictives au travail et points de repère pour les employeurs. Donc, nous serons ensemble pour 45 minutes maximum ce matin avec 30 minutes de présentation sur le thème. Et on terminera avec 10-15 minutes d'échange et de questions-réponses au fil de l'eau, suivant vos questions, les questions que vous poserez ce matin. Alors l'objectif ce matin, c'est de vous permettre d'y voir plus clair et de mieux comprendre ce qu'est une conduite addictive et en quoi aussi la consommation de substances psychoactives, on le verra ce matin, hein, alcool, médicaments, drogue, etc., peut constituer un danger majeur et est un enjeu de santé publique pour la sécurité, mais aussi pour la performance dans le monde du travail. Alors, on va aussi également voir, et c'est un des thèmes essentiels, hein, ce que dit la réglementation actuelle sur les obligations des employeurs. C'est un sujet qui va certainement beaucoup vous intéresser. Et aussi, et surtout, vous donner des clés pour évaluer les risques sur vos lieux de travail et aussi voir comment prévenir des situations à risque en matière de conduite addictive sur les lieux de travail. Voilà, alors, on va démarrer tout doucement. Il y a encore des personnes qui se connectent tranquillement. Alors sachez que nous, on vous voit pas et on ne vous entend pas puisqu'on est en mode webinaire. Mais vous pouvez communiquer avec nous avec l'outil chat en bas de votre écran. Donc un certain nombre d'entre vous l'a déjà utilisé. Donc vous pouvez échanger sur ce chat, mais sachez que du coup, tout le monde voit vos questions et vos réactions. Si vous voulez nous poser des questions de manière plus personnelle, vous pouvez utiliser le module Q&R. Voilà. Alors sachez que ce webinaire est également filmé et que le replay sera mis en ligne sur notre site internet cet après-midi. Vous l'aurez dès cet après-midi, ainsi que le support qui va être utilisé ce matin pour cette présentation. Donc du coup, je réponds à la question. Oui, le support donc sera bien en ligne cet après-midi également. Alors, je me présente. Moi, je suis Mélanie Munch, responsable de la communication à santé au travail 68. Et ce matin, pour animer ce webinaire, je serai avec mes collègues. Donc tout d'abord, Mélissa Hollen, technicienne hygiène et sécurité à santé au travail 68. Bonjour Mélissa. Alors, tu as le son coupé. Bonjour à tous. Bonjour Mélissa. Et je suis également avec Anna Freitas Remesso, qui est infirmière en santé au travail à Santé au travail 68. Bonjour Anna. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour démarrer cette présentation, je voulais juste vous dire deux mots sur Santé au travail 68, parce que peut-être que vous nous connaissez, mais peut-être pas suffisamment. Donc, nous, on est un service de prévention et de santé au travail interentreprise qu'on appelle un SPSTI. Vous nous connaissez plus communément sous médecine du travail, mais aujourd'hui, la nouvelle dénomination, c'est SPSTI. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises et les salariés dans la prévention des risques professionnels de manière générale. Donc ça se fait à travers plusieurs missions. Donc on a une mission d'abord de suivi avec des visites médicales, hein, de suivi de l'état de santé des salariés. Donc c'est ce que vous connaissez, hein, les visites médicales dans nos centres médicaux. On a ensuite aussi des actions en entreprise qu'on appelle des AMT, des actions en milieu de travail. Donc on organise et on intervient au sein des entreprises pour notamment des actions de prévention, des études de poste, etc. Et on assure également une veille sanitaire, voilà, sur les différentes actualités en santé et en sécurité au travail. Et on a évidemment un rôle de conseil et d'accompagnement des employeurs.
Voilà, donc d'où que vous veniez, que vous soyez du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Moselle, de n'importe quel département, vous avez un SPSTI dans votre département. Alors sachez aussi que la réglementation impose à toutes les entreprises d'au moins un salarié d'adhérer à un service de prévention et de santé au travail. C'est une obligation légale. Alors, dans le Haut-Rhin, nous, on suit actuellement 120, à peu près 125 000 salariés en suivi médical, ce qui représente 11 000 entreprises, 11 000 adhérents, dont vous le verrez, 80% de ces adhérents ont moins de 9 salariés, donc c'est plutôt des petites entreprises. Et pour organiser tout ce suivi, nous avons 120 collaborateurs environ à Santé au Travail 68, c'est-à-dire autant des médecins du travail, des collaborateurs médecins ou des infirmiers en santé au travail et des assistantes en santé au travail, qui est assistée d'une équipe pluridisciplinaire composée d'ergonomes, d'ingénieurs prévention, de techniciens en santé au travail, psychologues, etc. Et nous avons évidemment un service support administratif pour toute la partie gestion administration. Alors, sur le territoire orinois, vous pouvez nous retrouver un peu partout, à Colmar, essentiellement à Mulhouse. Mais nous avons également un centre à Cernay, un centre à Altkirch et des centres annexes à Masevaux, Saint-Amarin et Sierentz. Voilà. Euh, l'essentiel a été dit sur Santé au Travail 68. Si vous voulez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à aller sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux à vous abonner pour avoir des infos et des actualités en temps réel sur notre service. Alors, pour ce webinaire, voici rapidement en fait hein, les points qui vont être abordés ce matin. Donc, il va y avoir différentes définitions. On va voir aussi les différents types d'addictions qui existent, que vous pouvez retrouver sur les lieux de travail. Nous allons faire un tour d'horizon aussi sur les produits les plus consommés, leurs effets, avec quelques chiffres. Nous allons aborder le cadre réglementaire applicable pour les employeurs, notamment au niveau de l'alcool, hein. C'est un focus qui va être fait sur ce webinaire. Et nous allons voir également quels leviers de prévention et de sensibilisation vous pouvez avoir justement pour prévenir ces risques-là. Et enfin, on va vous expliquer en quoi nous, services de prévention et de santé au travail, on peut vous aider et vous accompagner. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue Anna. Oui, bonjour. Donc, les usages de substances psychoactives ont un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, mais également sur la désinsertion professionnelle et la vie de l'entreprise. Nous avons de plus en plus de demandes des employeurs pour des sensibilisations sur les substances psychoactives en entreprise à la suite de dépistage positif à l'alcool, de découvertes récemment de bouteilles dans un véhicule d'entreprise, de troubles du comportement d'un salarié qui peut être désorienté, incohérent, qui est agité, ou lors simplement de l'élaboration du règlement intérieur. C'est un risque professionnel comme un autre et il doit être traité dans le document unique. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine dédiée à la santé mentale, nous vous proposons de vous informer, sensibiliser et outiller pour votre démarche de prévention face à ce risque professionnel. Donc, qu'est-ce qu'une substance psychoactive? Donc, c'est un produit licite ou illicite qui agit sur le cerveau, qui peut modifier le comportement, les émotions, les sensations, l'humeur, les perceptions, les capacités de vigilance et qui peut engendrer une dépendance. Pourquoi consomme-t-on? Pour calmer la douleur. Dans quel type? Par exemple, quelqu'un qui aurait mal au dos et qui prendrait un antalgique. Stimuler la cocaïne, hein, qui améliore la vigilance et qui est utilisée souvent dans les milieux de la nuit. Pour dormir, pour récupérer, un somnifère, parce que ça fait plusieurs nuits que la personne ne peut pas dormir. Entretenir, intégrer les liens professionnels, par exemple, quelqu'un qui tous les jours mange au restaurant avec la clientèle et qui va prendre l'habitude de boire 2 verres, un apéritif et un digestif. Une addiction, qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez la définition, c'est une affection cérébrale chronique, récidivante,
qui se caractérise par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Ce sont des pathologies cérébrales qui sont définies par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences délétères. Les addictions concernent un grand nombre de substances psychoactives. Tout au long du webinaire, nous allons parler des fois de SPA. Donc, c'est ça. C'est une dépendance avec une substance ou une activité, avec des conséquences néfastes pour la santé. C'est ce qu'il faut retenir. C'est une maladie qui demande une prise en charge médicale. Les deux grands types d'addiction. Donc, on distingue deux types d'addiction avec produit ou comportement. Légal, vous retrouverez l'alcool, le tabac. Prescrites, ce sont les médicaments qui sont des fois détournés de leur usage. Par exemple, quelqu'un qui a eu du tramadol pour son mal de dos et puis son épouse va le prendre parce qu'elle aussi, elle a mal au dos sans se soucier des conséquences au niveau de son activité professionnelle. Les polyconsommations, ben, on va consommer à la fois de l'alcool, du tabac et du cannabis. Pour les addictions comportementales, les jeux d'argent jusqu'à se ruiner, hein, être interdit de casino, le sport, quelqu'un qui ferait 5 heures de course par jour et même en cas de blessure, continuerait à faire son sport parce qu'il ne peut pas s'en passer. Le travail, addiction au travail avec des heures de jour, de nuit, la personne n'arrive pas à couper et du coup, il y a des impacts aussi sur sa vie privée. Les facteurs de risque, c'est trois dimensions principales qui se rencontrent qui font qu'il y a ce risque. Donc, tout d'abord, l'individu, sa personnalité, les événements de la vie, quelqu'un qui serait, suite à un deuil, la perte d'un être proche, va prendre des médicaments pour ne plus penser cette perte par rapport à ce stress. La génétique, le sexe, l'âge, le produit lui-même, hein, en fonction ben, de quel produit on utilise, l'accessibilité, on va prendre par exemple l'alcool dans le milieu de la restauration où tous les jours, après le service, toute l'équipe va prendre l'habitude de boire un ou deux verres pour se féliciter d'avoir bien travaillé. Et l'équipe boit, ben, ça devient une habitude de vie au travail. Et l'environnement familial, scolaire, au niveau des étudiants, ben, le bizutage, on a entendu souvent ces cas avec des alcoolisations importantes. Professionnel, lors de peu d'entreprises, les séminaires, culture, ben, en France, ben, on a la culture du vin. Si on prend les pays du Moyen-Orient, eux, c'est le cannabis. Quand ces trois dimensions se rencontrent, le risque de conduite addictive augmente. Ce n'est jamais un seul risque, c'est plusieurs causes. Donc, les facteurs de risque, les pratiques et conduites addictives ont des origines mixtes, liées à la vie privée, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais aussi à la vie professionnelle. Le travail isolé, les pots ou repas d'entreprise avec boissons alcoolisées, le travail en contact avec le public, le travail avec des horaires atypiques, travail isolé, le port de charges lourdes, les ambiances thermiques. Les effets sur le travail, donc sa sécurité et celle de ses collègues, le risque d'accident sera plus important, le climat interne, le salarié lui-même qui sera en arrêt maladie, les arrêts de travail qui va induire de la surcharge de travail pour les autres collègues, l'entreprise elle-même avec l'absentéisme, la qualité du service, l'image de la société. Je vais reprendre l'exemple. Ben, on a eu le cas d'un conducteur de bus qui a provoqué un accident de la route et qui a été testé positif à l'alcool. Les clients ne veulent pas être associés à l'image de cette entreprise et ils iront travailler avec une autre entreprise. Là, nous allons voir les produits les plus consommés actuellement en France. Donc, les produits les plus consommés sont l'alcool, le tabac et le cannabis. Le tabac, c'est toujours le premier facteur de risque de cancer évitable. On voit aussi, là, vous n'avez pas les chiffres, mais on remarque qu'il y a beaucoup de vapotage qui est en grande augmentation chez les jeunes de 17 ans. Le cannabis demeure la drogue illégale la plus consommée. Là, on peut voir sur nos chiffres avec 900 000 usagers quotidiens. Ça veut dire qu'une personne, tous les jours, consomme du cannabis. On a fait un petit focus sur le côté, vous voyez, addiction comportementale avec les jeux d'argent et de hasard, avec 24 millions de joueurs dans l'année.
Les jeux d'argent et d'hasard connaissent également une popularité très croissante. Ici, nous avons des chiffres clés qui reprennent aussi par rapport aux actifs et aux inactifs. Donc, on constate que tous les secteurs d'activité et tous les métiers sont concernés par les risques de consommation de substances psychoactives. Mais il y a des métiers qui sont plus concernés. Par exemple, on va prendre les métiers de la culture, l'agriculture, l'hébergement et restauration, le transport, le BTP et les métiers en contact avec du public, qui sont plus exposés. Le travail peut protéger et réduire les consommations. Ainsi, les chiffres, quand vous comparez les actifs et les inactifs, on constate bien que chez les inactifs, les consommations sont plus importantes, quelles qu'elles soient, que ce soit tabac, alcool ou cannabis, comme dans notre exemple. On constate aussi que ce sont les hommes qui consomment plus que les femmes. Et on voit aussi 11% des femmes cadres ont une consommation à risque d'alcool. Donc, on voit bien que tous les métiers et tout, quelle que soit la profession, on est concerné. Vous avez un petit focus à nouveau sur 37% des actifs qui utilisent des outils numériques professionnels hors temps de travail. Ça veut dire qu'ils vont utiliser, ils vont continuer à faire des mails, utiliser leur téléphone, leur ordinateur pour leur activité professionnelle en dehors de leur temps de travail. Alcool. Alors, l'alcool pour la santé, c'est une drogue, c'est une molécule qui est cancérigène et toxique, avec des risques de dépendance, de dépression, de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, la tachycardie, les AVC, risque de cirrhose et de cancer. Chaque année, 41 millions de décès par an en France dans la population générale. Pour la sécurité, bien sûr, une consommation régulière avec des risques d'accident du travail graves qui sont multipliés par deux. La conduite sous l'emprise d'alcool multiplie par 17,8 les risques d'accidents routiers mortels. Et l'ébriété, bien sûr, avec la diminution de la vigilance, des réflexes, des troubles de la vision et des troubles du comportement. Alcool à nouveau, là, vous avez un récapitulatif. Donc, on sait que l'alcool est responsable pour 10% des accidents du travail et de trajet, serait directement donc lié à la consommation d'alcool. 702 personnes sont tuées par accident de la route, soit suite à l'alcool, la consommation d'alcool. Et ici, donc, on retrouve les verres standards, ce que vous avez en bas. Un verre standard, c'est un verre que vous buvez dans un restaurant ou dans un bar et contiendront toujours 10 grammes d'alcool. Bien sûr, ça ne vaut pas à la maison. Les verres de la maison ne sont pas les mêmes. Alors, les recommandations, c'est pas plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 verres standards par jour. Si vous ne pouvez pas dans une semaine, la semaine va du lundi au dimanche, rester avec 2 jours sans alcool, c'est qu'il y a déjà un problème d'addiction. Bien sûr, zéro alcool dans le cadre de la grossesse, de situations de travail avec des risques pour la sécurité ou des personnes qui auraient des pathologies. Par exemple, bien sûr, quelqu'un qui aurait des problèmes de psychiatriques, s'il est sous l'emprise de l'alcool, ça va augmenter les effets néfastes. Petit focus maintenant sur les médicaments. Lors de la prise de médicaments pour traiter une pathologie, comme par exemple la dépression, les gens vont prendre donc bien des antidépresseurs, mais ça peut entraîner des risques au travail, comme la somnolence, des troubles de la vision, de la mémoire, de l'euphorie, de l'agressivité, des troubles du trouble, excusez-moi, des troubles du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Les effets indésirables peuvent être nombreux lors de la prise de médicaments. C'est pourquoi il faut toujours respecter les doses et la durée de prescription et ne pas associer médicaments à d'autres substances. La consommation de médicaments peut être contre-indiquée sur certains postes. Donc là, nous avons mis les petites recommandations de bien sûr, lorsque vous consommez des médicaments, de lire la notice, de prendre connaissance des risques que vous pouvez avoir en consommant ces médicaments, de bien prévenir le médecin du travail quand vous êtes en visite et lorsque vous prenez ces médicaments sur prescription, de préciser à votre médecin traitant quelle est votre activité pour que lui, il puisse aussi vous rendre attentif aux risques encourus.
Le cannabis, alors, c'est un produit qui a des effets dès les 15 premières minutes et qui va durer plusieurs heures. Les conséquences sur la vigilance, avec les réflexes qui sont diminués, les capacités de mémoire aussi qui diminuent, la consommation répétée avec une perte de motivation, isolement social. On a beaucoup de personnes qui vont consommer tous les soirs chez eux, leur petit joint avant d'aller dormir, puis ça devient leur petite habitude. C'est un produit qui est cancérigène. Il y a 5 fois plus de goudron par rapport au tabac. Un joint égale 10 cigarettes. Et ça peut être un révélateur aussi de pathologies mentales comme la schizophrénie. Fumer du cannabis multiplie par 1,8 le risque d'avoir un accident mortel sur la route. Donc c'est un produit qui est incompatible avec la conduite automobile, l'utilisation de machines-outils et le travail posté ou des postes de sécurité. Euh, Maintenant, je vais céder la place à ma collègue Mélissa qui va vous parler de la réglementation. Ok. Merci Anna. Alors, nous allons nous intéresser à la réglementation. Comme vous le savez certainement, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Pour pouvoir réaliser cette mission, vous allez établir votre document unique d'évaluation des risques selon les 9 principes généraux de la prévention. Alors, petit rappel concernant le document unique, il est obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié. Vous avez également l'obligation d'organiser les secours et donc d'établir un protocole en cas de trouble de comportement d'un salarié. Mais l'employeur n'est pas le seul préventeur dans l'entreprise, hein. Les salariés ont également des droits et des devoirs. Un salarié qui constate une situation qui crée un danger grave et a l'obligation d'alerter l'employeur. Et s'il ne le fait pas, il peut engager sa responsabilité pénale. Alors, quand il y a un danger grave, alerter ne doit pas être perçu comme une délation, mais comme un moyen d'éviter un accident ou l'aggravation de la santé du salarié ou d'un tiers. Alors, il existe des dispositions dans le cadre du Code du travail relatives à l'usage de l'alcool, hein. Aucune boisson alcoolisée, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiret, ne sont autorisées sur le lieu de travail. Il est interdit de laisser entrer ou séjourner un salarié dans un état d'ivresse. Il est évidemment interdit d'attribuer des boissons alcoolisées comme un avantage en nature. Et pour pouvoir encadrer la consommation d'alcool sur le lieu de travail, vous pourrez établir le règlement intérieur ou une note de service. Alors, le règlement intérieur, c'est un véritable outil juridique à la disposition de l'employeur, hein. C'est un document écrit dans lequel vous allez pouvoir fixer des règles. Il est obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés. Il doit être soumis au CSE, communiqué à l'inspection du travail et ensuite partagé à la connaissance des salariés. Pour ça, vous avez la possibilité de mettre ce règlement intérieur sur l'intranet ou encore l'afficher dans les locaux. Vous allez pouvoir prévoir l'interdiction totale ou partielle de consommer de l'alcool pour certains postes si c'est justifié par des conséquences graves pour la santé et la sécurité des salariés ou d'un tiers. Le recours à l'éthylotest peut être prévu lorsqu'il s'agit de vérifier le taux d'alcool d'un salarié qui manipule des produits dangereux, des machines dangereuses ou encore qui conduit un véhicule ou un engin. Il conviendra de dresser la liste des postes concernés et d'indiquer le protocole. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises au règlement intérieur, il y a la possibilité de faire une note de service. Alors, si l'employeur tolère l'introduction et la consommation d'alcool, dans votre règlement intérieur, vous aurez précisé à l'occasion de quel événement ponctuel, un pot de départ, une fête de Noël, vous aurez précisé les restrictions concernant les boissons autorisées, le vin, le cidre, la bière et le poiret, les quantités autorisées, maximum 1 à 2 verres standards par personne, mettre toujours de la nourriture à disposition. Également préciser le lieu où aura lieu cette fête, donc soit la cantine ou la salle de pause, et les horaires, afin de prévoir un délai suffisant avant la reprise d'une activité dangereuse, hein. Il faudra également rappeler les risques liés à la consommation d'alcool en précisant de ne pas inciter
les femmes enceintes, les apprentis et les mineurs à boire, et de ne pas mettre la pression sur un collègue qui refuse de consommer de l'alcool. Dans le règlement intérieur, vous ne pouvez pas prévoir l'autorisation de la consommation d'un alcool autre que ceux qui sont autorisés dans le code du travail. Si vous aimez le whisky, vous ne pouvez pas introduire le whisky dans la fête de fin d'année, hein, puisque uniquement le vin, la bière, le cidre et le poiret sont autorisés. Pour organiser la prévention, donc il faut tout d'abord une étape de réflexion collective au sein du CSE, ou si c'est nécessaire, constituer un groupe de travail qui va réunir tous les acteurs de la prévention. Le service de santé au travail peut intervenir en tant que conseiller en matière de prévention des conduites addictives et il peut être associé au sein du CSE. Donc, il est fortement conseillé de former les membres du CSE sur les notions de base des conduites addictives, puisque comme on l'a vu précédemment avec Anna, une addiction, c'est une maladie. Alors, pourquoi inscrire les pratiques addictives dans le document unique, hein, on l'a vu, tous les secteurs d'activité sont concernés et toutes les catégories socio-professionnelles. Les conduites addictives, elles peuvent être installées avant la prise de poste, mais elles peuvent aussi être une conséquence des conditions de travail. Donc, pour pouvoir l'évaluer et mettre en place des plans d'action, ben, il faudra intégrer ce risque dans le document unique. Les objectifs de la prévention, c'est en premier lieu, de prévenir les facteurs de risque qui favorisent la consommation, encadrer les consommations d'alcool, organiser les secours, mettre en place des protocoles, mais également prévoir des actions de formation et de sensibilisation des salariés et des encadrants. Un trouble du comportement peut être dû à de multiples causes, soit directement liées à la consommation d'une substance psychoactive, ou alors le salarié est dans un état d'hypoglycémie ou encore il fait un AVC. La conduite à tenir pour les salariés, donc, c'est d'alerter l'employeur, hein. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un acte de délation, mais c'est un moyen d'éviter un accident grave ou l'aggravation de l'état de santé du salarié. Donc, on va retirer le salarié de toute activité dangereuse, on va appeler les secours pour avoir un avis médical. On peut éventuellement effectuer des gestes de premier secours, mais ne jamais raccompagner un salarié chez lui sans avoir eu un avis médical. Au retour du salarié dans l'entreprise, il est recommandé à l'employeur de rencontrer le salarié pour évoquer avec lui ce qui s'est passé, relater les faits et l'écouter sans jugement. Il est également possible pour le salarié de demander une visite médicale auprès du médecin du travail, mais il faudra que celle-ci soit motivée. S'il y a effectivement un rendez-vous avec le médecin du travail, eh bien, il faudra transmettre à ce dernier donc, la fiche constat pour qu'on puisse la classer dans le dossier médical et avoir une traçabilité. Donc, nous mettons à votre disposition un kit adhérent où vous trouverez donc une fiche constat avec à l'intérieur donc la possibilité d'identifier le salarié, de décrire ses symptômes et d'organiser la prise en charge, hein. Et vous voyez en bas de page donc la transmettre au médecin du travail. Et il y a également dans notre kit adhérent la conduite à tenir en cas de trouble aigu du comportement. Donc, C'est un kit addiction alors, kit addiction. Oui, pas kit adhérent. pardon, un kit addiction Je me suis permis, pardon. pour les adhérents. Excusez-moi. Donc voilà. Donc là, de la même façon, comme je disais, donc alerter, sécuriser, sortir le salarié de l'activité, appeler les secours. Voilà, vous avez un protocole en quelque sorte. Alors, le rôle du service de santé au travail, hein, nos missions, elles sont décrites dans le Code du travail. On a une approche individuelle avec les visites médicales. Elles sont réalisées dans le cadre du secret médical. C'est l'occasion pour le médecin du travail ou l'infirmier d'interroger le salarié sur ses consommations, de rechercher éventuellement un lien entre ses consommations et le travail, et si c'est nécessaire, de l'orienter vers son médecin traitant ou un centre de soins. On a également une approche plus collective avec l'organisation à la demande de l'employeur de sensibilisation et de formation. Et pour ça, votre service de santé au travail 68 a créé une cellule addiction pour animer ces sensibilisations, hein. Donc la cellule, elle est composée d'une équipe médicale avec 2 infirmières en santé au travail et une équipe prévention avec une technicienne hygiène sécurité et une psychologue du travail. Donc nous intervenons dans le cadre de journées sécurité ou tout simplement à la demande de l'employeur pour une sensibilisation des salariés ou des encadrants, les représentants du personnel. Nous avons comme support un PowerPoint et nous avons également un atelier ludique, un tapis avec des lunettes de simulation, un bar virtuel et un jeu de cartes pour animer un débat.
dans les sensibilisations, de la même façon que ce matin, hein, nous abordons les notions de substances psychoactives, nous définissons l'addiction, on fait un rappel de la réglementation, des conséquences pour l'entreprise, euh, nous définissons les postes à sécurité, on nous rappelons l'importance de faire un règlement intérieur, nous rappelons également les facteurs qui favorisent la consommation, quelle conduite à tenir en cas de trouble aigu de comportement, comment encadrer un dépistage, et nous mettons aussi à disponibilité le réseau de soins externes, hein, que vous pouvez également mettre à disposition de vos salariés. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que la prise de substances psychoactives est un problème de santé publique, mais il y a des interférences entre la vie privée du salarié, le travail et la responsabilité de l'employeur, hein. Il est important pour l'employeur de réaliser son document unique et de considérer les pratiques addictives comme un risque professionnel. Ça va vous permettre d'identifier les situations à risque, les postes à risque et de mettre en place de la prévention avec le règlement intérieur et de prévoir des protocoles pour la consommation, la sécurité et l'organisation des secours, hein. Vous pouvez évidemment solliciter votre service de santé au travail par le cadre de demandes de visite médicale ou de sensibilisation. Travailler est en général plutôt protecteur par rapport au chômage ou à l'inactivité vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Mélissa, merci Anna. Alors, je n'ai pas vu de question. Alors, s'il y a une question qui vient d'arriver, comment fait-on si la personne alcoolisée ne fait pas partie de l'entreprise? Pareil, une personne de l'extérieur de l'entreprise, par exemple un chauffeur hein, qui vient faire un chargement qui n'est pas de sa propre entreprise. Je vais prendre la Quel, parole. quel, quel comportement on peut avoir vis-à-vis de cette personne et qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, si la personne ne fait pas partie de l'entreprise, on va faire la procédure comme tout à l'heure, hein. On va sécuriser la personne, la mettre à part, s'assurer que c'est bien dû à l'alcool et que c'est pas quelqu'un qui a un problème de santé. On est obligé de porter secours à cette personne parce que sinon c'est non-assistance à personne en danger. On fait toute la démarche et on prévient l'entreprise pour laquelle il travaille. On peut utiliser notre fiche de constat et après la transmettre aussi à l'entreprise parce que c'est à elle aussi de prendre en charge. Mais si c'est dans votre entreprise et qu'il fait un malaise, c'est à vous d'appeler les secours. Donc, vous utilisez la fiche de comportement aigu et vous appelez les secours. Ne jamais laisser la personne seule, on ne sait jamais ce qui se passe, hein. D'accord. Et si cette personne, parce que c'est une question qui est également posée, est alcoolisée, par exemple, et elle nie l'être, elle dit ne pas l'être alcoolisée. Elle peut le dire, mais c'est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer de la sécurité des salariés ou des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, à ce moment-là, mettre la personne à part. N'oublions pas, on ne peut pas tester toutes les personnes, hein. Vous l'avez vu durant le webinaire, les postes qui sont on peut tester les gens qui ont des postes de sécurité, hein, des postes à risque, hein, qui doivent être définis dans votre règlement intérieur. Donc, Mhm. si cette personne a un poste à risque, si c'est défini dans votre règlement intérieur ou dans votre notice d'information, bah, vous pouvez procéder du coup à un dépistage dans le cadre réglementaire. Et après, vous pouvez aussi, même si la personne refuse, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez utiliser la visite à la demande de l'employeur pour orienter le salarié vers le médecin du travail. Vous pouvez lui dire, écoute, là, il me semble que tu vas pas bien. Je préfère te prévoir une visite pour que tu ailles voir le médecin du travail. Comme ça, s'il y a des choses à faire après au niveau de ton poste de travail, des aménagements, on pourra tout prendre en charge. Et là, vous avez fait votre part de travail en tant qu'employeur. D'accord. Et c'est une question qui est également posée. Du coup, l'employeur peut avoir recours à un éthylotest. Il peut faire tester ses salariés. Et si oui, est-ce qu'il y a un modèle particulier d'éthylotest ou est-ce que ça peut être n'importe quel éthylotest? Alors, tu les réponds peut-être, Mélissa, ou tu veux que je réponde? Non, je te laisse, Anna, il L'usage n'y a de, pas de l'usage souci. de l'éthylotest. Oui. Alors, les éthylotests, il faut que ce soit des éthylotests NF, hein, donc avec la norme française.
Nous, on ne donne pas d'éthylotest particulier. Il faut prendre ceux qui sont proposés et qui sont validés, hein. Et attention, parce qu'il peut y avoir des faux positifs. Mhm. C'est-à-dire? Mais en fonction de la façon où est fait l'éthylotest, si la personne ne souffle pas bien comme il faut, s'assurer aussi que l'éthylotest est toujours à jour. Il y a une date de péremption dessus, hein. D'accord. Ok. Euh, alors, on a aussi des questions. Est-ce que la réglementation est la même dans la fonction publique? Est-ce qu'on peut intervenir? Il y a aussi cette question-là pour le cadre d'un ESAT. Est-ce que des conditions sont les mêmes dans un ESAT ou dans la fonction publique que dans une entreprise privée? On va utiliser le code du travail, hein. Oui, c'est Voilà, le ce code que du dit le code du travail travail par qui... rapport aux addictions, c'est ce que nous avons déployé pendant tout ce webinaire. Donc, on restera sur le code du travail. Après, s'il y a des spécificités au niveau des services qui ont été indiqués, ben, on se référera à leur protocole. D'accord. Et du coup, on a une question aussi sur une suspicion d'emprise de cannabis. Qu'est-ce qu'on peut faire si on suspecte une personne dans l'entreprise? Est-ce que les règles sont les mêmes que celles de l'alcool? Oui, on peut tester si ça a été défini. On repart de nouveau sur le cadre réglementaire. Si c'est un poste à risque, si c'est un poste et si on a mis un protocole en place avec le type de dépistage. Et après, quoi qu'il en soit, orienter à nouveau vers le médecin du travail pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque avec la reprise au poste de travail et l'activité et la santé de la personne. Ok. Et est-ce qu'il y a un test spécifique pour la détection du cannabis? Alors actuellement, on peut le faire aussi en dépistage salivaire. D'accord. En dépistage salivaire. Et est-ce que c'est une personne spécifique d'entreprise qui a sermenté pour faire ce dépistage ou pas? C'est toujours dans le protocole, hein. Mhm, C'est-à-dire qu'on doit définir qui peut faire les tests, dans quel cadre. Par exemple, je peux pas arriver et puis voilà, bah, ta tête, elle me revient pas aujourd'hui, je vais te tester. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un mhm. cadre. Donc, on fait dans une pièce, on isole la personne, on lui explique ce qu'on va lui faire. On va dire, bah voilà, tu as un poste de sécurité. Euh, j'ai l'impression que tu as consommé des produits. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne dira oui ou non, hein. Ça, c'est à son bon vouloir. Comme tu le sais, tu as connaissance du règlement intérieur. Donc, vu ton poste, nous allons procéder à un test. Et voilà. Et après, on défile le protocole. Mais ça, c'est n'importe quelle personne dans l'entreprise qui peut avoir cette posture-là ou c'est Non, défini aussi ça dans le règlement? c'est les règles, ça doit être défini qui sont les personnes. Ça peut être dans un service, l'encadrant Ok. qui va le faire. Ça peut être aussi, bah après, si c'est une grande entreprise, on va demander plutôt au service à l'infirmier, hein, si on a un infirmier sur site. Ça peut être aussi, bah, si vous avez défini que ce sont les secouristes du travail, il faut qu'ils soient formés à l'utilisation et que ce soit dit, hein, que ce soit les secouristes qui le fassent et qu'ils soient formés à l'utilisation des différents tests que vous allez utiliser. D'où la formation que nous proposons aussi aux entreprises pour sensibiliser les collaborateurs. Ok. Euh, Alors, il y a encore, on va prendre les dernières questions parce on arrive bientôt à la fin. On se pose la question de la consommation de CBD. Est-ce que si cette consommation est régulière, elle peut être aussi considérée comme un danger pour les salariés travaillant sur des postes à risque, comme Alors, autant que le quand on parle cannabis du ou l'alcool? CBD, est-ce qu'on est en train de parler de la cigarette électronique parce que c'est du cannabiol? Alors, la jurisprudence a tranché, hein, sur le CBD. Effectivement, on va dire ben, c'est un produit qui est en vente libre. Le tabac aussi et l'alcool sont en vente libre, hein. Mais Mhm. donc le CBD, si un salarié a un accident, on va dire un accident de trajet, s'il se fait contrôler par la gendarmerie, ils vont procéder à un test. Pour eux, ça va être positif THC, même si c'est du CBD. Donc c'est positif. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Bon, bah, on va attendre de voir si la personne... Oui,
Parfait. Elle a répondu, c'est bon. Alors, Je la vous en dernière prie. question. Alors, pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, parce qu'il y en a eu quelques-unes, vous recevrez un questionnaire à la fin du webinaire et vous aurez encore la possibilité de poser vos questions là et on vous y répondra par mail de manière personnalisée. Donc, vous ne vous inquiétez pas si on répond pas à toutes les questions maintenant. Mais la dernière question, c'était par rapport aux ateliers de sensibilisation que Santé au Travail 68 propose aux entreprises. Est-ce qu'on peut juste préciser rapidement combien de temps dure un atelier? Comment on peut y recourir? S'il y a des entreprises là qui aimeraient une intervention chez elles, comment elles font? Et le kit, le fameux kit addiction aussi, où est-ce qu'on peut le trouver et où est-ce qu'on peut le télécharger? Lisa, Voilà. je te laisse répondre. Alors, Ou tu veux le que je kit réponde? sera, Je te laisse faire. pardon, merci. Donc Le la kit, sensibilisation. Oui. Pardon. ouais, le kit sera disponible sur notre site internet. La sensibilisation dure 1 à 2 heures en fonction de du temps qu'on nous donne, mais entre les ateliers et la partie théorique, il faut compter, oui, 1 heure et demie, 2 heures, hein, plutôt. Et il faut D'accord. s'adresser à son médecin du travail pour faire la demande. Il faut contacter le médecin du travail, oui. D'accord. Donc une entreprise qui souhaite avoir une sensibilisation de votre équipe, hein, de la cellule Oui, Addicto, doit s'adresser à son médecin du travail qui va on va faire la demande. initier une demande et du coup on prendra contact par la suite. Oui, ça C'est ça? reviendra vers nous. Ok, Oui, d'accord. Et Si je peux rajouter, si je peux, oui, euh, ces sensibilisations, en général, on cadre à 15 personnes pour que ce soit un groupe qui puisse avoir une émulsion pour qu'on puisse discuter, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, hein, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de gens qui donnent leurs témoignages. C'est 15 minutes. Si l'entreprise n'a pas les moyens parce qu'elle n'a pas de salle de réunion ou de quoi que ce soit, on peut le faire aussi dans nos locaux, hein, c'est à préciser aussi. On peut faire chez nous directement, dans les différents centres, hein. C'est pas forcément, on a à Colmar, on a sur Mulhouse, on a aussi la possibilité de faire ces sensibilisations partout. d'accord. Je crois que il n'y a plus de questions. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup hein, pour vos questions et l'attention que vous avez portée à ce webinaire. Alors, juste, donc, je me permets de vous rappeler qu'il y a un petit questionnaire de satisfaction. On serait vraiment très heureux que vous y répondiez dès que vous aurez terminé avec ce webinaire. Vous le recevrez automatiquement. Voilà, on espère que vous avez mieux compris hein, les enjeux de ces conduites addictives au travail, qu'on aura pu répondre autant que possible à vos questions. J'aimerais remercier Mélissa Hollen et Anna Freitas pour vos riches interventions de ce matin. Merci, mesdames. merci. Merci. Merci beaucoup hein, pour toutes ces informations et merci à vous tous voilà, de l'intérêt que vous avez porté à ce sujet ce matin, de vous être connectés. On a respecté parfaitement le timing puisque nous avons fait un webinaire de 45 minutes. Voilà, on espère que ce format vous convient et surtout que vous aurez eu toutes les réponses à vos questions. Voilà. Merci à tous et puis excellente journée et à bientôt pour un nouveau webinaire de Santé au Travail 68. Au revoir à tout le monde. Bonne Au journée. revoir. Au revoir à tous. Au revoir.